Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Dans cet épisode, je reçois le docteur Benani Jalil, un éminent psychiatre et psychanalyste, ainsi qu'un prolifique écrivain en direct de Rabat au Maroc. Il faut remonter le cours de l'histoire et pour voir comment les théories et les pratiques ont évolué, ont avancé. Il va nous parler de son livre « Des djinns à la psychanalyse » qui propose une nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines. Cet échange est un magnifique voyage dans l'histoire, à l'époque des premières institutions de soins jusqu'à nos jours, entre Orient et Occident. Bonjour docteur Benani, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast L'Anima pour nous parler de votre livre « Des djinns à la psychanalyse » et pas que. Votre livre, c'est une approche de la souffrance psychique qui allie les connaissances traditionnelles et contemporaines à la psychiatrie et à la psychanalyse. Et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur pourquoi vous avez écrit ce livre et quelle était l'intention du livre. Merci pour votre invitation. Alors, ce livre est un cheminement en fait de ma pratique et des théorisations que je propose, à savoir que je travaille dans un pays où les pratiques traditionnelles coexistent avec les pratiques contemporaines qu'on appelle modernes ou occidentales. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce n'est pas que parce que je suis au Maroc. Je veux dire, quand on travaille, par exemple, avec des migrants en Europe ou dans les Amériques, la question du plurilinguisme, du multiculturalisme est aujourd'hui de règle. Donc, c'est quelque chose qui ne concerne pas spécifiquement ma pratique au Maroc, mais que je voudrais apporter par rapport, disons, à toutes les pratiques actuelles aujourd'hui qui, à mon avis, doivent être nourries et doivent être questionnées, doivent être réinterrogées, doivent même être réinventées par les pratiques traditionnelles. Donc, c'est un cheminement qui m'a semblé nécessaire parce qu'une fois qu'on a fait l'inventaire de ce qui se passe, voyez, dans un pays, dans un contexte, quand on a fait le point, eh ben, il faut avancer des propositions. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Et justement, il y a un point qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est la partie un petit peu historique où vous parlez justement des ancêtres des hôpitaux psychiatriques que vous appelez les Maristan, qui sont apparus, je crois, au 9e et 12e siècle à Bagdad. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce point? Quand j'ai parlé d'inventaire, il faut remonter le cours de l'histoire et pour voir comment les théories et les pratiques ont évolué, ont avancé. Et alors que j'avais travaillé sur la psychiatrie coloniale, parce que c'est toute une partie justement qui mérite d'être déconstruite, qui mérite d'être analysée à la lumière de l'époque et de l'idéologie de l'époque. En remontant le cours de l'histoire, j'étais obligé de voir comment en fait les choses avaient commencé. Et c'est-à-dire que vous savez, même les praticiens français, quand ils arrivaient au Maghreb, ils pensaient qu'ils allaient trouver la riche tradition arabe. Ils n'ont rien trouvé de ça. Ils ont trouvé des vestiges des Maristan. Alors, les Maristan, effectivement, les Maristan, premiers Maristan étaient à Bagdad, au 19e, au 9e, pardon. Et en ce qui concerne donc, il y en a eu à Alger, à Tunis, et en ce qui concerne le Maroc, c'est au 12e et au 14e siècle, et ensuite, elles sont les Maristan, qui étaient les premières institutions de soins qui ne recevaient pas que les maladies psychiques,
les premières institutions de soins en pays arabo-musulmans sont tombées après le 14e, elles sont tombées en désuétude. Mais elles avaient une grande influence, vous voyez, en Occident, comme on le trouve d'ailleurs dans les bibliothèques, les traités de la médecine arabe, tout cela. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces Maristan pratiquaient les grands philosophes et médecins savants, hein, on les appelait comme ça, hein, quand même, de la médecine arabe, comme Ibn Rushd, Averroès, Avicenne, etc. Ce qui est important pour ce qui nous concerne, c'est qu'ils ont essayé d'apporter une approche rationnelle des maladies. Ils ont combattu les pratiques magiques et charlataniques, vous voyez? Et ça, c'est très important. Même si les théories qu'ils ont apportées s'avéraient fausses, c'est-à-dire l'influence des astres sur le corps et sur les psychismes, c'était une démarche rationnelle, vous voyez? C'était pas, voilà, juste, ce sont des esprits surnaturels qui agissent. Et chemin faisant, je me suis permis quand même de trouver une parenté entre cette médecine et ce que fut la psychiatrie occidentale du XVIIe, une parenté des siècles après. Certains ont dit ça, ont appelé ça l'héritage oublié, et moi j'ai parlé de l'héritage refoulé, parce que les Arabes ont commencé par des observations au lit des malades, des raisonnements scientifiques, etc. Et la psychiatrie occidentale, européenne, elle a apporté des classifications. Et ces classifications étaient, disons, des démarches rationnelles, puisqu'on sortait de la folie comme étant, comme ça, le fait de sorcières qui étaient envoûtées pour nommer au contraire les choses et c'est là que la maladie, le terme de maladie mentale a pris naissance. Donc c'était dans un premier temps, disons, ce que j'ai appelé avec les Arabes la rupture épistémologique. Avec la psychiatrie occidentale, ça a été la deuxième rupture épistémologique, vous voyez, c'est-à-dire euh, aller dans le sens de quelque chose qui est contre la nature pour essayer de se dégager justement de tout ce qui est irrationnel et de tout ce qui est les croyances, etc. Et d'attribuer les troubles à l'individu et pas, disons, à des puissances cosmiques ou divines, vous voyez. Et après, évidemment, notamment d'ailleurs en Europe, en France, la psychanalyse s'est développée sur un fond de savoir clinique et théorique psychiatrique, alors que la psychiatrie, elle avait, disons, décrit d'une façon objective, vous voyez, depuis Charcot, quand les médecins, ce qu'on appelait aussi les aliénistes, les neurologues, etc., démontraient la maladie par la présentation de malades, il y avait une sorte d'objectivation du malade. C'est-à-dire que, voilà, on décrit l'hystérie avec ses symptômes, et des symptômes qui valent pour, voilà, tous ceux qu'on étiquette hystériques. La psychanalyse, alors, a fait un autre tournant épistémologique en se plaçant du côté de la subjectivité. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on présente du malade, c'est ce qu'il dit et ce qu'il dit avec la façon dont, c'est-à-dire, c'est une pratique de la subjectivité qui se fonde sur le langage. Voilà. Alors, c'est ça qui m'a amené inévitablement, parce que c'est justement cette dimension psychanalytique et cette approche de l'inconscient qui m'a amené inévitablement à considérer que si l'être humain est que tous les êtres humains ont un inconscient, comment ça se déploie, comment est-ce que ça s'exprime, et quelle est la part justement des données culturelles, des modes d'expression culturelle, du langage, des modes d'expression de la souffrance, etc. Donc inévitablement, ça réinterroge l'ensemble, vous voyez, ça réinterroge l'ensemble, puisque à la fois on a des pratiques qui remontent à la nuit des temps, et à la fois on a des pratiques qui se sont greffées sur les croyances anciennes. Mais les croyances anciennes, elles ont toujours une présence dans l'inconscient et en tout cas dans la mémoire et même dans les croyances des individus qui sont les plus occidentalisés.
Qu'est-ce qui a causé cette rupture justement entre ce savoir un peu ancestral et cette modernité, justement dans les approches plus cliniques et cetera avec des protocoles? C'est qu'est-ce qui pourquoi on les sépare tant que ça et pourquoi, on diabolise l'un par rapport à l'autre et cetera? Et pourquoi on n'essaye pas de trouver, quels sont peut-être les ponts qu'on peut faire entre les 2 toujours dans le souci de soigner le mieux possible ou d'apporter une réponse, la plus adaptée possible. À mon avis, il y a eu 2 obstacles. Heu, le 1er, il est, lié quand même à l'époque coloniale, parce que l'époque coloniale et notamment en ce qui a concerné la psychiatrie, en Algérie, vous voyez, durant la colonisation, mais ça a rayonné dans tout le Maghreb, la Tunisie et le Maroc étaient concernés. Les psychiatres à ce moment-là ne donnaient pas d'importance, à aux traditions. Ils considéraient même que si la science évoluait, s'il y avait suffisamment d'hôpitaux, de médication et cetera, les gens ne croiraient plus, vous voyez, à des pratiques de superstition ou de magie ou religieuses, et cetera. Et donc ils ont relégué les choses au rang de folklore. Mais ce n'est pas que la psychiatrie coloniale, puisque en fait, l'évolution de la psychiatrie, même quand on peut le voir aujourd'hui, la psychiatrie dont je vous ai parlé, qui était l'époque, que j'appelle glorieuse de la médecine, de la psychiatrie classique avec des grands noms heu, comme, heu, comme Pinel d'abord, puis ensuite Kraepelin, et cetera, Sérieux, en France, Henriet. Cette époque, elle ne se voit plus aujourd'hui, par exemple en France, vous voyez? Aujourd'hui, la psychiatrie, elle est dominée par des classifications issues du manuel, psychiatrique américain, manuel de statistique. Et on ne cherche plus, les explications, ce qu'on appelle la psychopathologie. On ne s'y intéresse plus. D'ailleurs, le DSM se dit athéorique et se voulait, voilà, valable partout pour tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, si on se penche que sur les descriptions, et ben, on s'éloigne du sens à donner, à l'intelligibilité des symptômes et tout ça. Donc voilà, c'est-à-dire que si la science, se veut toute puissante, si la science se veut dominante, hégémonique, ça ne laisse pas place au reste, si vous voulez. Parce que la science elle-même, elle n'est pas une vérité dernière. La science, elle a évolué, comme je vous ai dit justement dans ce très rapide parcours. Elle a évolué tout au long de l'histoire. La science, mais je ne récuse pas la science. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de la science, vous voyez? Et la science, elle est tout le temps en mouvement. Et mais la considérer comme une vérité qui met à part le reste, c'est là que le problème, ça crée la coupure. L'autre obstacle, c'est aussi l'obstacle religieux, parce que si on rejette la science, vous voyez? Et qu'on met tout, sur le religieux ou sur, les divinités ou sur des croyances ancestrales, et ben, ça va inévitablement d'abord, ça va contre le mouvement, de l'histoire et puis ça va vers des entreprises, sectaires. Donc, par rapport, alors les réactions, elles sont justement antagonistes et quand les choses vont trop dans le sens d'une catégorisation scientifique, ça engendre aussi une crispation dans des pratiques, traditionnelles, dans des identités sectaires, et cetera. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est pas c'est ce que j'essaie de faire, c'est de chercher des articulations dans lesquelles il faut prendre en compte les croyances et déconstruire les croyances, de voir comment, qu'est-ce qu'elles ont d'imaginaire ou simplement de prétexte, mais comment elles peuvent s'articuler et évoluer vers des attitudes rationnelles. C'est-à-dire, parce que en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour dire, voilà, vous faites un peu de religion, un peu de magie, un peu de psychanalyse, un peu de médicaments. Non, il s'agit de voir ceux qui viennent me voir. Ils considèrent qu'ils viennent voir un praticien porté par la science, rationaliste, et de voir comment, évidemment, les choses peuvent à la fois s'articuler sans rejeter des croyances, mais en attribuant
la part à l'individu qui lui revient. Celui qui se dit atteint par telle ou telle puissance, etc., puisse se dire, bon, voilà, moi je pense ça, il y a mon entourage qui m'a mis là-dedans, mais je pense aussi que, voilà, je suis concerné, je suis impliqué, je suis acteur aussi de ce qui m'arrive. Vous voyez? Donc il s'agit à la fois donc d'une articulation et de prendre en compte le mouvement qui va aller vers le praticien que je suis, qui reste dans sa Oui, position de tout à fait. psychiatre et de D'ailleurs, ça psychanalyste. me fait penser, effectivement, parce que d'un côté ou de l'autre, quand on va trop dans les extrêmes, qu'on laisse aucune place, on va dire, à la partie plus métaphysique, ou alors à l'inverse, aucune place à la partie scientifique, il y a toujours des dérives parce que j'ai rencontré pas mal de gens et même dans mes consultations, des personnes qui justement vont toujours dire on m'a jeté un sort dès qu'ils ont mal à la tête, dès qu'ils ont des difficultés dans leur vie, etc. Alors que c'est pas forcément lié à ça. Parfois, c'est d'autres problématiques. Et à l'inverse, des personnes qui rejettent totalement cet aspect, on va dire, plus invisible et qui refusent en fait de revoir un petit peu ou en tout cas d'étayer un petit peu plus leurs connaissances. Donc, est-ce que vous pensez véritablement qu'un jour, on peut réconcilier ces deux mondes pour essayer de faire quelque chose de réaliste, hein, bien sûr, de mettre au service de cette partie plus invisible ou croyance, mettre à son service la science et à l'inverse aussi mettre ses connaissances au service de la science dans l'autre Alors, sens. vous savez, à mon niveau, je considère, bon, je veux dire, ça n'appartient pas qu'à nous. Vous savez bien que vous posez des questions qui sont tout à la fois cliniques, sociétales, politiques et philosophiques, hein. Vous voyez, je veux dire, il faut savoir, il faut, savoir si on est dans un choc des civilisations, comme on dit, ou si on est dans des crispations et qu'en même temps, les civilisations, les religions, elles ont des origines communes et que les cultures peuvent s'enrichir les unes les autres. Donc, vous voyez, c'est une tâche immense. Mais pour répondre à mon niveau, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la clinique. Je veux dire que quand on écoute les gens, celui qui vous a dit ça, même si vous allez essayer de lui faire prendre conscience de ce qui, dans quoi il s'implique, mais lui, quand il l'exprime, c'est le sens qu'il donne à ce qu'il a. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Pour lui, c'est son histoire, c'est sa vérité. Il faut d'abord l'écouter. Je veux dire, il faut d'abord l'écouter et l'accompagner dans son cheminement. Même s'il ne s'agit pas de croyances comme ça, quand quelqu'un se présente à vous, qu'il a des projections, ou qu'il a des interprétations fausses, ou qu'il a des persécutions, vous ne balancez pas tout de suite une interprétation en disant tu projettes. Mais bon, je veux dire, il y a un cheminement. Il y a un cheminement, et ce cheminement, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit tenir compte des résistances. Il faut respecter les résistances. Elles font partie, les défenses psychiques font partie de l'équilibre des personnes. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Bon, eh ben, à mon humble niveau, modestement, je pense qu'on peut contribuer justement par, je pense que la psychanalyse est quelque chose, je pense que la découverte freudienne, c'est quelque chose quand même, c'est une vraie révolution dans le sens, où, elle a montré que ce qui nous gère, ce qui nous gouverne, c'est pas le moi, hein. Le moi n'est pas maître dans sa demeure, comme a dit Freud, mais que nous sommes régis par notre inconscient, que nous avons tous des inconscients et que justement la, 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 la psychanalyse, depuis Freud, elle s'est intéressée. Freud s'est beaucoup intéressé aux civilisations grecques et romaines, très très peu, pour dire même d'une façon abrégée, à la culture musulmane et à l'islam. Donc il y a un travail à continuer là, il y a un travail à continuer. Et si on lit Freud, par exemple, quand il s'exprime sur les religions, vous voyez, euh, il, il parle de la religion, mais il parle aussi de quelque chose qui relève du sacré, qui relève du sacré et qui transcende les religions, vous voyez. Et je pense, comme d'autres, que le secret, le sacré, le secret aussi, parce qu'en fait, le sacré, c'est quelque chose qui nous échappe, c'est un non-savoir qui demeure un mystère, vous voyez.
Et je pense que pour saisir une pureté du sacré, les religions doivent s'exercer à se traduire les unes les autres, vous voyez, ou de voir les rapports d'intimité qui révèlent les conditions historiques de leur apparition. Rappelez-vous, pour Freud, le besoin de religion vient de ce qu'il a appelé l'expérience de Lieflosigkeit, si je prononce mal, voilà, et qui est une sorte d'état de détresse, de non-protection, de non-réponse de la part des proches, vous voyez, pour l'enfant, son père ou sa mère. Et c'est à ce moment-là que, pour Freud, intervient la nostalgie du Père divin, qui a la toute-puissance. Et là, il parle d'un sacré fondateur, vous voyez, et ça, voilà. Et ce sacré fondateur, cette dimension du sacré, on la retrouve chez les chrétiens aussi bien, chez les mystiques aussi bien chrétiens que soufis, vous voyez. Voilà, Lacan a montré justement dans l'extase de Sainte Thérèse d'Avila, justement comment elle était directement prise avec l'inconscient. En arabe, le mot sacré vient de la racine Quds. Cette racine renvoie directement au divin, à la pureté, à la sainteté, à la sanctification, vous voyez. Et le divin, le sacré en islam, donc on le trouve chez les soufis, comme Razali, Rumi ou Ibn Arabi. Voilà, vous voyez, donc je pense que cette perte du sacré plus dans les sociétés occidentales, quand je dis occidentales, c'est pas simplement au sens géographique, c'est au sens de l'Occident comme une certaine façon d'exercer la science, vous voyez. Donc je dis pas occidental simplement dans le sens géographique, je dis comme une façon d'exercer la science, vous voyez. Et je pense que cette perte du sacré, euh, c'est quelque chose aussi qui a pu donner prise à des entreprises sectaires ou bien au contraire à ce que d'autres ont appelé l'excès de néolibéralisme, de totalitarisme capitaliste, etc. Et donc, le sacré, son existence, elle peut contrer quand même ces choses-là, vous voyez. Bon, mais c'est peut-être aussi ça qui fait que cette perte du sacré, qui fait lien social, c'est très important. Elle, bien sûr, elle a franchi, bon, bien sûr, certains diront, elle a franchi d'un certain nombre de tabous, d'accord, mais le prix à payer est très cher parce que si on s'affranchit de cela totalement, le monde ne respecte plus rien, vous voyez, on file droit vers un individualisme de masse, vous voyez. Oui, et on perd énormément de fondamentaux, et de repères, comme vous le dites, en termes de valeurs, de morale, et cetera. Parce que, uniquement focaliser son attention sur le matériel et donc ce matériel, quand il se répercute, on va dire, sur le fonctionnement humain, ça va être, l'apparence, ça va être, la quête de la jeunesse éternelle, ça va être vraiment une quête impossible en fait, qui ne respecte pas le rythme naturel d'une vie, hein, d'évoluer, d'accepter de vieillir, d'avoir différentes étapes. Et pensez-vous en fait que, on va dire cette objetisation de la vie, parce que en tout cas moi c'est un peu comme ça que je le perçois. Est-ce elle est dangereuse pour justement le développement psychique des gens? Est-ce que ça peut aggraver justement ces maladies psychiques? Écoutez, bien sûr, c'est dangereux et c'est inquiétant. Et c'est pour ça que quand je vous parlais, par exemple, de l'évolution des classifications en psychiatrie qui réduisent les symptômes à des descriptions, cette perte de sens, vous voyez, cette perte de sens est tout à fait problématique. Et elle va dans le sens de ce que Foucault appelait la médicalisation de la société. C'est-à-dire que si on cherche à guérir vite, à rendre les gens rentables, vous voyez, une société mécanisée, bon, ben, évidemment, c'est tout à fait inquiétant. Que devient la subjectivité? Regardez aussi maintenant les dérives, enfin les dérives, non, les excès du digital dans le sens de tout ce qui peut générer comme addiction ou comme automatisme ou comme gestion non plus de la machine que de l'usine, mais une autre machine
qui est celle des algorithmes. Alors, je ne rejette pas du tout, hein, le digital quand je vous dis ça. Le digital est c'est une nouvelle révolution, mais c'est une révolution, il faut la considérer comme une révolution de l'écriture, hein, parce que, vous voyez, parce que ça part des algorithmes, et c'est une révolution qui nous rend par rapport justement à l'écriture analphabète, comme ont écrit des philosophes. Donc, de tout ça, il faut faire attention, effectivement. Vous voyez, il faut faire attention à ce que justement l'évolution technique, algorithmique, scientifique, médicamenteuse ne déshumanise pas l'individu dans la société, parce que le problème, c'est que paradoxalement, cette évolution, elle n'est loin d'être synonyme de bonheur, elle isole. Vous avez des gens qui sont bien sûr complètement isolés dans leur travail. On connaît, j'ai parlé des addictions, on peut parler du burn-out, on peut parler, vous voyez, des solitudes, des inégalités, etc. Écoutez, quand on voit justement l'évolution des choses économiques, etc., la C'est globalisation. d'ailleurs aberrant de voir autant de communication, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont des milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, et pourtant une extrême solitude bien souvent. Enfin, moi j'ai beaucoup de personnes en consultation qui m'expliquent, qui me disent ah mais il faut pas se fier aux apparences parce que j'ai beau avoir énormément de personnes qui me suivent, je me sens très seule en fait. Oui, 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 bien sûr. Vous avez évidemment surtout Facebook et Instagram qui permet non seulement de donner l'illusion, voilà, on on a une grande communauté d'amis, mais le problème, surtout je pense d'Instagram, c'est la façon dont les jeunes notamment se fabriquent des identités, vous voyez? Et comment aussi avec les logiciels, Photoshop et cetera, ils se transforment, et ils se transforment aussi pour répondre à des canons de beauté, voyez? Et qui bon, dans lesquels ils sont plus maîtres, je veux dire, ils se donnent une apparence, une illusion, ils ne sont plus maîtres, et ça fait que bon, quand vous rencontrez la personne ensuite, physiquement, ce n'est pas ça, et qu'elle-même, elle ne sait plus où elle est, voyez? Voilà, Il voilà, y a des troubles de j'allais le l'image dire, du la corps qui. dysmorphophobie justement, où on sait plus trop à quoi on ressemble et on a du mal à s'accepter parce qu'on arrive à créer une fausse image de nous et au bout du compte, voilà, c'est pas nous. Oui, oui. Et d'où pour revenir justement à notre propos, l'importance, ce qui nous fonde comme être humain, c'est vraiment la parole, vous voyez? D'où le fait justement que les gens puissent parler entre eux, que les gens puissent se rencontrer, que le parce que il y a pas c'est les réseaux sociaux, bon, je veux dire, ce n'est pas le lien social des relations que vous tissez avec des gens, vous voyez? C'est bien qu'on ait le digital, et pendant la pandémie, il a été d'un grand secours, puisque quand même on n'était pas coupés les uns des autres, on n'était pas coupés du monde, et cetera. Mais ne pas oublier que c'est un palliatif. Faut jamais l'oublier. Vous voyez? Que c'est un outil extraordinaire. Bon, on est en train d'utiliser justement l'enregistrement, mais en même temps, que c'est palliatif, et qu'il faut faire aussi très attention, très, très attention à tout ce que les réseaux véhiculent comme fake news. Alors là, vous voyez, on part dans des croyances, bon, qui sont très, très extrêmement dangereuses, vous voyez, surtout pour des jeunes. Parce que vous savez, vous avez parlé de la solitude. Vous avez dû remarquer aussi, puisque en recevant des jeunes, que les jeunes qui ont à la base qui sont bien structurés, qui ont vécu, qui ont grandi dans des ambiances sécures, vous voyez, ils utilisent d'une façon raisonnée aussi bien les logiciels, Internet, que les réseaux sociaux. Et les plus fragiles se réfugient dans justement les réseaux et les contacts virtuels, et qui ne font qu'aggraver leur solitude, hein. Voilà, ça c'est très net. Donc, je veux dire, il y a à la base la structure de la personnalité. Il y a aussi ensuite, non pas des consultations, virtuelles, ou des comme ça, des réponses à la carte, parce que là, il y a beaucoup
beaucoup de charlatanisme là-dedans, il y a beaucoup d'exploitation quand même de la souffrance, vous voyez? Quand on offre des gens, des bonus pour pouvoir parler, pour croire qu'il suffit de comme ça de se vider pour que voilà, que les choses se résolvent, bon, c'est pas ça non plus, hein. Je veux dire, même la parole, elle doit pas être, marchandisée et réduite à sa plus simple expression, Non, vous tout à voyez? fait, c'est très, très juste et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pullule un petit peu partout, des personnes qui n'ont pas forcément des compétences, mais qui ont juste des intentions ou tout simplement parfois des intentions narcissiques d'exister, en fait, un besoin d'exister ou un besoin d'être reconnu et ces réseaux, en fait, offrent une place, assez importante et qui va très vite et qui n'a pas toujours du sens en fait, hein, qui se met en place, pas toujours lié à un travail qui a été fait derrière et cetera. Ça va dépendre de la mouvance du moment et on peut trouver sa place très rapidement et le problème, c'est que, comme vous le dites, il y a des personnes qui sont fragiles et qui ont accès à ça et que ça leur donne des pseudo-solutions. Et comme vous le dites très bien et ça, c'est un sujet qui est vraiment important à entendre, c'est qu'un développement de soi ou une connaissance de soi, ça ne se enfin, ça demande du temps, ça demande une implication, ça demande un investissement et ça se fait pas juste, avec, quelques potions magiques ou, simplement, 2-3 phrases magiques, qu'une personne pourrait dire sur les réseaux. D'ailleurs, je voudrais quand même, citer une phrase que vous dites dans votre livre que j'adore. Vous dites, «La modernité est un acte de réinterprétation et en tant que telle, elle permet de faire que la tradition reste vivante». Je trouve que c'est un joli résumé, de ce que nous sommes en train de dire. Oui, oui, c'est pas mal. C'est vrai que ça m'est venu comme ça d'une façon très forte parce que ça me permet d'ailleurs de répondre à votre question sur ces séparations entre tradition et modernité. Vous savez, justement, ça m'amène à dire que si on est dans la modernité et qu'on doit à la fois tenir compte de ce qui est les traditions, ben, c'est pas en les opposant, c'est comment, au fond, la modernité peut travailler la tradition et comment les traditions peuvent se renouveler. Vous voyez? On n'est pas obligé de faire des fêtes comme autrefois. Bon, par exemple, je suis parmi ceux qui disent que la fête du mouton, elle pourrait devenir plus symbolique et qu'on n'a pas besoin, vous voyez, de l'égorgement et de ce rituel que quelque chose peut devenir plus symbolique. On doit aussi tenir compte du fait que autrefois les familles se réunissaient, se retrouvaient facilement, etc. Aujourd'hui, les gens sont affairés, vous voyez, les familles élargies sont de plus en plus réduites à des familles nucléaires, etc. Donc la tradition peut à la fois nourrir, vous voyez, la modernité, mais aussi se réinventer en fonction en fonction des données du présent. Euh, il y a aussi autre chose que j'ai découvert que j'ai découvert qu'on rencontre en tout cas euh, avec un artiste que j'ai eu l'occasion de côtoyer et fréquenter, c'est Kader Attia, qui est le prix Marcel Duchamp. Il montre bien comment des formes, des figures traditionnelles sont aujourd'hui très modernes. Voyez? Et ça déjoue, vous voyez, l'opposition tradition et modernité. C'est-à-dire que dans les pays maghrébins anciennement colonisés, la modernité n'a pas été apportée que par la colonisation. Elle existait, voyez, elle existe dans la tradition. Quand on voit certains villages en Algérie, quand on les voit quand on les voit en hauteur comme ça, comme une vue d'avion, on trouve un assemblage de cubes, un assemblage qui rappelle tout à fait et dont s'est inspiré un grand architecte comme Le Corbusier. Alors, vous voyez donc cet acte de réinterprétation, de réinvention, vous voyez, c'est quelque chose aujourd'hui qui me parle très très fort, euh, bien sûr dans ma pratique, mais qu'on retrouve aussi, parce que dans les pratiques, j'ai cité l'artiste, dans les pratiques artistiques, vous voyez, les pratiques artistiques, ce sont des actes justement,
de retrouvailles de la mémoire et d'une sorte de réparation, comme dit justement Kader Attia. Vous savez, il montre par exemple que dans la tradition, quand vous cassez un pot, hein, quand vous cassez un pot, eh ben, on le recolle. Eh ben, dans la modernité, on essaye de refaire à l'identique. Mais, mais refaire à l'identique, ça veut dire effacer les traces. Et c'est ça le problème. Il faut garder les traces. Mais oui, tout à fait, ça me fait penser d'ailleurs à un art, japonais où, justement quand, une poterie s'est cassée ou une porcelaine s'est cassée, ils recollent, mais ils repeignent avec, une peinture en or justement pour essayer de refaire, alors pas forcément à l'identique parce que ça ne ressemblera pas, mais ils l'embellissent en fait. Ils se servent de ce qui est cassé pour le rendre encore plus beau. Ça me fait penser à ça. Et ben voilà. Et justement, vous parlez du Japon où la tradition est très forte, justement. Sauf que oui, sauf que bon, la modernité a pris de très grandes proportions. Complètement. Et ça me fait penser aussi, tout à l'heure, vous avez cité Avicenne et je me souviens que c'est Avicenne qui avait été l'un des précurseurs d'apporter la musique dans le contexte médical justement et donc en fait la musicothérapie dont on parle aujourd'hui, finalement, Avicenne l'avait déjà testée dans les hôpitaux, enfin, je pense que c'était dans les Maristan puisqu'à l'époque, il y avait pas véritablement d'hôpitaux, psychiatriques ou quoi que C'était, ce je soit. l'ai dit, des savants, médecins et philosophes. Donc, pour eux, la médecine, c'était pas juste l'approche des maladies, c'était la prise en considération de la santé, voyez? Et le plus important pour eux, c'était la préservation de la santé, voyez? Et avant d'arriver aux médications, ils préconisaient la prise en compte de l'environnement. L'environnement avec tout ce qu'il inclut. D'abord l'alimentation, il y a des traités, vous savez, le Qanun d'Avicenne qui est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est une philosophie de la vie avec des traités, avec des descriptions, des choses très très précises et très détaillées. Et évidemment, la musique fait partie bien sûr, de l'environnement. Alors parmi les soufis arabes, c'est surtout la Ghazali qui a d'ailleurs associé la question du sacré à la musique. Et, et pour couronner le tout, c'est le cas de dire couronner, c'est que les rois de cette époque, si vous voulez, c'était dans les dynasties, les Maristan, c'était pas simplement des lieux de soins, c'était des lieux de prestige parce que ils rivalisaient en, en, en embellissement voilà, de certains Maristan, pas tous, il y avait aussi des Maristan qui étaient plus démunis, mais enfin, certains étaient dotés de musique, de cours d'eau, voyez, de beaux jardins, etc. Voyez, c'était, disons, la gloire de ces dynasties, voyez. Mais oui, mais de toute façon, quand on regarde un peu, comment était constituée la ville à Bagdad, en fait, c'était un énorme cercle. En fait, tout était en rond et tout était pensé pour, on mettait la nature au cœur de la ville et tout autour, c'était pensé justement pour, ce côté, on va dire, agréable, bien-être, santé, en fait. C'était un petit peu réfléchi sur tous ces plans-là et aussi quand ils se réunissaient pour, échanger, c'était un peu comme les agoras à l'époque, des Grecs, où il pouvait y avoir un spécialiste en agriculture, il pouvait y avoir enfin une personne qui était spécialisée en astrologie, une autre personne qui était dans la médecine, et cetera et tous les corps de métier, dialoguaient ensemble parce que pour le bien commun, en fait et ça n'avait rien à voir avec, l'époque d'aujourd'hui où on est plus dans la spécificité, où, on sépare tous les corps de métier les uns des autres et cetera et on communique moins, Oui, beaucoup moins. oui, oui. Non, mais ce qui est intéressant, et moi je tiens à dire que si je rappelle ça, c'est pas par nostalgie, c'est pas du tout par nostalgie ou pour glorifier de toute façon nostalgie, ce serait un grand mot, c'est tellement loin, ou pour glorifier la médecine arabe, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une philosophie à laquelle on peut aspirer, et d'accord, et d'ailleurs, quand vous voyez ceux qui luttent aujourd'hui, que j'appelle des résistants pour revenir à une psychiatrie, une psychologie humaniste, bon, ben, ce sont des gens
qui défendent les valeurs, qui considèrent que c'est pas tout n'est pas justement dans la division du travail que vous évoquez, dans les super spécialités, etc. Que c'est une philosophie. Et une philosophie, bah, les anciens, d'ailleurs les Arabes ont hérité des Grecs et ils n'ont pas renié, au contraire, l'apport des Grecs. Et puis quand on dit les Arabes, c'était pas que les musulmans, ça, il y a tout souvent une confusion dans le public entre Arabes et, et musulmans, hein. Quand on dit arabe, hein, ça peut être, vous voyez, c'est le monde arabe, c'est-à-dire c'est la langue arabe, mais c'est pas la religion. Je veux dire, les Arabes peuvent être chrétiens, musulmans ou juifs, vous voyez. Donc, donc, je veux dire, les Arabes tenaient compte des héritages. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la question des héritages qui est en question. Il ne faut pas refouler les héritages. Alors, il y a un très bon livre du philosophe Ali ibn Makhlouf. Ali ibn Makhlouf qui a écrit L'apport des philosophes arabes, l'héritage oublié. C'est à partir de ça que moi j'ai dit, bon, oublier, refouler. Voilà. Voilà, c'est dans ce sens, c'est de prendre en compte de l'héritage et c'est revenir encore à la réinvention des traditions, voilà, et à réinterprétation que vous avez, que vous avez bien relevé. Et bon, je vous en remercie. Et j'ai une dernière question, et là, je vais faire appel à votre, on va dire, votre synthèse de tout ce que vous avez pu étudier, comprendre, voir dans vos consultations, et cetera. Hem, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, enfin, alors c'est pas une prédiction que je vous demande, mais c'est peut-être une analyse projective comme ça, de dire, vers où va ce monde? Est-ce que nous allons vers une, alors sans être alarmiste bien sûr, parce que c'est pas le but de ma question, mais heu, est-ce que nous allons vers une élévation de la conscience et nous devons passer par ce genre de changement, en fait, tout simplement, parce que historiquement parlant, il faut que certaines choses, arrivent, il faut que nous expérimentions certaines choses? Ou au contraire, vous pensez que, peut-être que cette partie tradition et cette partie, on va dire un peu plus, moderne, vont finir par créer peut-être encore autre chose de différent, et que nous allons justement vers cette construction d'une nouvelle civilisation, peut-être qui évolue, enfin de toute façon elle évolue quoi qu'il arrive, mais est-ce qu'elle évolue vers le bon ou pas? Alors, bien sûr, vous l'avez dit, je ne je ne peux nullement prétendre à des prédictions. Je peux vous dire d'abord, mon point de vue à partir de deux choses. D'abord, le fait que je suis de nature optimiste, et aussi parce que si on lit ce qui se passe dans l'histoire, ben, l'histoire a montré qu'il y a des civilisations qui ont leur apogée et leur décadence, vous voyez, et que donc il y a un retour éternel de l'histoire, qui n'est pas identique, mais il y a un retour. Et quelqu'un comme Ibn Khaldoun a théorisé ces notions-là en disant que ça concerne pas simplement le monde arabe dans la décadence, c'est que ça concerne, c'est quelque chose qui concerne toutes les civilisations, et que finalement la grandeur, elle porte en elle aussi des germes de la décadence, et c'est ça qui permet le renouvellement. Voilà, c'est-à-dire que voilà, quand quelque chose, voyez, donc si on est optimiste et si on se place dans l'histoire, mais dans la grande histoire, c'est-à-dire pas l'histoire de quelques décennies, vous voyez, quelque chose dans, dans la durée des siècles, ben, bien sûr, des crises naissent des choses nouvelles. C'est vrai que maintenant, on est dans un moment très, très, très difficile, hein. Il y a tout ce qu'on a décrit, sort du Covid, il y a la guerre. Vous voyez, c'est vrai qu'on est dans un moment très, très difficile, mais bon, tout ce qu'on peut faire, c'est pas arrêter le cours du monde, mais déjà être clairvoyant, vous voyez, et se dire qu'il faut préserver ce qui peut l'être, vous voyez. Donc, dans ce sens, oui, je vous rejoins. Il y a quelque chose de difficile que nous vivons, mais plus on est clairvoyant et qu'on a du recul et qu'on ne rentre pas dans le cours des événements comme des machines, quand on a la chance hein, de pouvoir ne pas fonctionner comme des machines, eh ben, faut garder recul à la fois pour
pour faire ce qu'on peut, voilà, faire son travail honnêtement. Donc on peut dire que peut-être que cette période un peu difficile, peut permettre aux gens de se questionner sur, alors pas forcément de retourner aux traditions et de recommencer comme vous le disiez très bien au début, de refaire comme avant. C'est peut-être pas forcément, ce qui est nécessaire, mais en tout cas peut-être de se pencher vers cette réflexion où il y a des sagesses anciennes, où il y a une compréhension qui était déjà là, et peut-être essayer de revenir un peu aux sources tout simplement, et de nourrir ce moment où nous sommes, de cette compréhension et de cette connaissance-là. Oui, ben, c'est dans ce sens que je disais que le monde est inévitablement aujourd'hui, multiculturel et multilingue et que toutes les sources, sont de nature à enrichir, notre fond, un fond universel et sorti des périodes, coloniales et de domination qui ne sont pas totalement terminées. On doit considérer que ce qui est universel et que l'enrichissement de l'universel doit venir de partout, voyez? L'universel n'est pas un centre à partir duquel la pensée ou les idées ou les cultures rayonnent, mais il est partout. Vous voyez, il est partout et c'est ça qui fait l'enrichissement et que et il n'est pas clos, voilà, il n'est pas clos, il est toujours source de, voilà, de découverte, d'enrichissement et de complémentarité des uns et des autres. Docteur Benani, je vous remercie de la richesse de cet échange et de votre générosité à nous donner autant de références historiques, d'écrivains, etc. Et j'espère très bientôt pouvoir encore échanger avec vous sur d'autres sujets parce que je le sens, il y a beaucoup de choses. Vous avez écrit beaucoup de livres sur notamment les migrants. Là récemment, vous venez de sortir un nouveau livre, et donc, je serai ravie, de vous recevoir très bientôt pour nous parler d'autres sujets encore plus intéressants. Merci. Merci beaucoup Linda Dalla, c'était très sympathique, très intéressant. Vous avez posé des bonnes questions et j'ai essayé d'y répondre le plus sincèrement possible. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à vous. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.